Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Nous sommes le mercredi 6 août 2025 et vous regardez sur notre chaîne YouTube ou sur la télévision Vox Africa une nouvelle édition de votre programme Décrypter l'Afrique, la quotidienne, une quotidienne d'information et d'analyse de l'actualité africaine. Une émission qui a vocation à durer au moins pour les prochains mois au gré de l'actualité qui va s'accélérer notamment dans des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Bénin où se tiendront des scrutins présidentiels. Mais dès là, la quotidienne ne se cantonne pas à l'actualité électorale et aujourd'hui nous nous focaliserons sur le Sénégal, sur l'économie sénégalaise en particulier et le plan de redressement dévoilé par le pouvoir sénégalais incarné par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Le plan Jubanti-Koum qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Pour en parler, j'ai à mes côtés Abdou Cissé, actuaire et financier très investi dans l'économie des industries de l'assurance et de la finance à travers de nombreuses tribunes très riches qu'il a publiées. Avec nous également par le biais de la visio, l'économiste Dongo Sambasila, auteur de nombreux ouvrages dont L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, écrit avec notre consoeur Fanny Pigeot. Alors, l'exécutif sénégalais, élu l'année dernière après une mobilisation populaire historique, a très vite découvert que la dette du pays de la Teranga était encore plus grande que l'on ne le pensait, 119% du produit intérieur brut selon les données de la banque britannique Barclays, ce qui fait du Sénégal le pays le plus endetté d'Afrique. Alors, quelle marge de manœuvre, un pouvoir qui a des faibles capacités d'endettement et qui manque de réels leviers monétaires peut-il se donner pour à la fois tenir ses promesses électorales et répondre aux attentes immenses de la jeunesse sénégalaise? Avant d'en parler, on regarde et on écoute un extrait de l'annonce de ce plan de redressement. Les chantiers de financement du plan tournent autour de trois. Le premier chantier, c'est la réduction maîtrisée de la dépense publique, du train de vie de l'État. Le second chantier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Et le troisième chantier, c'est le financement endogène complémentaire hors endettement. Nous sommes donc en train de faire ce qu'il nous revient de faire, un gouvernement responsable, soucieux des difficultés qu'endure le peuple sénégalais et ayant à cœur d'y apporter les solutions les plus immédiates. Alors je le disais, le point de départ de ce plan, de ce fameux plan de redressement, c'est cette dette cachée dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. En février dernier, un rapport de la Cour des comptes avait révélé une dette cachée de 7 milliards de dollars laissée par le précédent exécutif de Macky Sall. Ce plan Sonko Diomaye Faye, vous avez suivi l'annonce qu'il en a été fait. Dongo Sambasila, c'est seulement une cure d'austérité pour vous? Ce n'est qu'une cure d'austérité pour soigner le mal ou diriez-vous qu'on est en face d'un pouvoir sénégalais qui tente d'aller un petit peu plus loin? En fait, si on utilise le langage des dirigeants actuels au Sénégal, c'est un plan de redressement, voire de résilience. C'est pas un programme d'austérité. Mais quand on voit les mesures, c'est certain que c'est un programme de ce que les économistes appellent consolidation budgétaire. C'est-à-dire essayer un peu de ralentir la croissance des dépenses, augmenter les recettes fiscales en vue de parvenir à ce qu'ils appellent des équilibres budgétaires. Parce que de par le passé récent, on a vu que il y a eu un rapport de la Cour des comptes et qui a mis en évidence le fait que les chiffres qui avaient été déclarés seraient faux. C'est-à-dire qu'il y a eu des dépassements budgétaires. Quand je dis dépassement budgétaire, c'est-à-dire par rapport à ce qui était prévu dans le budget soumis au Parlement sénégalais sous le régime de Macky Sall. Et donc, le rapport a fait état de déficit public beaucoup plus élevé et aussi d'un niveau de dette publique beaucoup plus élevé. Ce qui a donné lieu à cette discussion autour, disons, de ce qui a été appelé la dette cachée. Et donc, cette dette cachée, d'après des informations qui sont disponibles en ligne, par exemple, les agences Reuters, aussi, basées aussi sur une étude qu'a faite Barclays. Donc, en fin 2024, ce serait 13 milliards de dollars. Donc, c'est ça qu'on a un peu. Mais c'est des chiffres, bon, on peut pas dire que pour l'instant, c'est
c'est les chiffres exacts, etc. Parce qu'il faudra, il y a un audit qui est en cours et qui doit faire le point sur la situation. Et donc, ce plan de redressement s'inscrit dans cette dynamique-là. Et ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement actuel a été critiqué pour avoir parlé, disons, publiquement, disons, de mauvaise gestion ou en tout cas de n'avoir pas reporté les chiffres sur la dette. Certains ont dit que ça allait dégrader la note du Sénégal, ça a été le cas. Mais je pense que ça a été une très bonne mesure parce que c'est un enjeu démocratique quand on parle d'aide publique. Et même si la note du Sénégal a dû être dégradée, ça a envoyé le coup parce que c'est une affaire de transparence publique. Et comme nous le verrons peut-être au cours de la discussion, à mon avis, même cette histoire de dette cachée, en fait, cache des enjeux même beaucoup plus importants. Parce que la dette cachée, entre guillemets, c'est juste un facteur aggravant. Même sans dette cachée, le Sénégal est en train de vivre la crise de la dette la plus importante de son histoire. Et peut-être qu'on y reviendra. Alors, Abdou Cissé, je me tourne vers vous. On a entendu parler de réduction maîtrisée de la dépense publique de l'État, de mobilisation des ressources domestiques, de financement endogène de l'économie. Est-ce que ce programme annoncé par le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko est vraiment marqué du souffle souverainiste, j'ai envie de dire, qu'il affiche, ou est-ce qu'il est une forme finalement d'adaptation aux contraintes extérieures, notamment, on le sait, les pressions des institutions de Bretton Woods? En tout cas, merci beaucoup, surtout merci pour l'invitation, et je suis très honoré aussi de discuter avec mon petit frère Nongo Sambassila. Ce que nous souhaitons, je pense, Nongo et moi, c'est que le Sénégal aille de l'avant. C'est notre souhait le plus ardent. Alors aujourd'hui, on a mis en place un plan. C'est vrai que le plan a été discuté, tout le monde a donné son avis, mais il faut faire un petit retour sur l'élection du duo Sonko-Diomaye. Vous l'avez dit au début, il y a une attente de la jeunesse sénégalaise. Mais il y a aussi une attente du peuple. Le peuple attend beaucoup de choses de ce duo. Et je prie tous les dieux pour que vraiment ce duo n'échoue pas. Mais par contre, il faut comprendre une chose. Depuis qu'ils sont en place, ces deux personnes et donc leur gouvernement, mais ils subissent une pression extraordinaire, tant au niveau des bailleurs, tant au niveau de l'extérieur, FMI, Banque mondiale, etc., mais aussi sur le plan interne. C'est-à-dire que les Sénégalais ne sont pas paisibles et ils sont divisés. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Ils doivent se mettre à faire en sorte que les attentes soient accomplies. Mais il y a trop de divisions au Sénégal. Les gens ne sont d'accord sur absolument rien. Mais je pense que cette paisibilité dont le pays a besoin pour avancer, il faut compris pour que cette paisibilité revienne. Alors, le choix de l'austérité, c'est le choix de l'austérité, c'est un choix qui nous pose, beaucoup de problèmes. Parce que, moi, dans ma conception, espérons vraiment qu'ils aient les recettes qu'ils attendent par rapport à tout ça. Mais quand vous faites de l'austérité, quand vous tapez sur les gens pour qu'ils vous donnent de l'argent, mais vous ralentissez l'économie. Ça, c'est très important. Mais il faut aussi aborder le problème dans un autre volet, à savoir que ce qu'attend le peuple en premier, depuis qu'on les a élus, c'est qu'ils s'occupent du peuple. C'est-à-dire que ce que je ne vois pas dans le plan, c'est une forme d'exercice qui va jusqu'à se pencher sur les risques qui sont des risques sociaux et des risques de l'activité économique. Donc, c'est-à-dire que le plan a été bâti, mais il y a un volet assurantiel qu'on ne voit pas dans le plan. Or, quel que soit le plan qu'on met en place, si on ne met pas en place une couverture de l'ensemble des risques qui s'abattent sur le peuple, sur les individus, sur les entreprises, sur les ménages, etc., ça pose problème. Donc, ce qui manque vraiment, ce que je n'ai pas encore vu et qui peut être rectifié, c'est vraiment qu'il y ait ce volet gestion des risques. Les risques sociaux, pourquoi les risques sociaux? Parce que l'État s'est engagé envers le peuple pour s'en occuper. C'est marqué dans la Constitution. Dans la Constitution, les articles, je ne sais plus, 8, 12, 18, 21, 22, 32,
nous explique en quoi un État est engagé par rapport à son peuple. Et quand on est engagé par rapport à son peuple, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on accepte cet engagement, mais on signe un contrat social avec ce peuple et on monte un projet de protection sociale pour s'occuper du peuple. Et faire un projet de protection sociale pour s'occuper du peuple, on n'a pas besoin d'argent. Nous n'avons pas besoin d'attendre parce que dans le plan, vous voyez, monsieur le Premier ministre nous a dit qu'il va récupérer beaucoup d'argent et il va les affecter. Il va affecter à la santé, à l'éducation, aux bourses sociales. Donc, vous voyez, il pense affecter ces recettes en faisant des actions sociales. Or, le Sénégal n'a pas besoin d'actions sociales. Le Sénégal a besoin de bâtir un projet de protection sociale. Et si on bâtit ce projet de protection sociale, pour bâtir ce projet, on n'a pas besoin d'attendre les recettes. On peut le commencer demain matin à 8 heures parce que ça ne nécessite pas de l'investissement. Dongo Sambassila, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, vous qui vous intéressez aux aspects plus systémiques de l'économie, il manque une particularité, une dimension sociale dans ce plan? En fait, il y a une dimension sociale, mais elle n'a pas été prise en compte à la hauteur, par exemple, espérée par Abdou Cissé. Il y a des programmes de bourse de sécurité familiale, etc., une aide aux ménages, etc., face à la cherté de la vie. Mais ça, c'est pas un programme de protection sociale tel que, par exemple, l'envisagerait Abdou Cissé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal est un État monétairement contraint. Comme on pourrait le dire, par exemple, pour certains États de la zone euro. Par exemple, la Grèce, quand il y a eu la crise de la zone euro, disons à partir de 2008. Donc, le gouvernement n'a qu'un seul levier, c'est la fiscalité. Le gouvernement n'a pas de politique de crédit. La Banque centrale ne joue pas son rôle. Le gouvernement n'a pas de politique de taux de change. Et le contexte de financement extérieur s'est dégradé. Donc, il n'y a que la fiscalité. Mais le problème, c'est que la fiscalité, c'est juste prélever sur la richesse existante. Et quand on est un État dit en voie de développement ou un État qui se développe, etc., il faut la dépense publique. Il faut une dépense publique orientée vers l'investissement. Mais maintenant, par exemple, quand on regarde la loi de finances rectificative, les dépenses d'investissement ont été réduites. Et maintenant, quand on promet l'austérité, parce que c'est de l'austérité finalement, ça veut dire qu'ils veulent avoir un déficit public à 3% en 2027. Et ça, c'était déjà inscrit dans les projections des FMI concernant le Sénégal. Quand vous regardez la base de données des FMI qui s'appelle le World Economic Outlook, perspective économie mondiale, vous regardez les projections du Sénégal, c'est retour entre guillemets à l'orthodoxie budgétaire en 2027. Donc l'effort demandé, mutatis mutandis, c'est la même chose qu'on demandait à la Grèce quand il y a eu la crise. Et donc, ce que ces gens ignorent, c'est que souvent, ils ont une perspective statique. C'est-à-dire, on coupe à gauche et à droite, on augmente à gauche et à droite des impôts et des taxes. Mais en fait, la dépense publique a un effet multiplicateur sur l'économie, sur la dépense de manière générale. Et donc, quand l'État coupe sa dépense ou la dépense ralentit, ça va aussi avoir tendance à ralentir l'économie et aussi à diminuer les recettes fiscales attendues. Donc, ça peut avoir un impact négatif. Et dans le cas de la Grèce, le FMI est revenu plus tard en disant « Oh, nous nous sommes trompés sur l'impact, disons, des dépenses publiques. À quel point l'austérité a pu pénaliser la croissance, etc. » Et au bout du compte, l'économie a décliné et il n'était pas retourné, soi-disant, à l'équilibre budgétaire. Et donc, c'est ça le problème de l'austérité. Donc, à un moment donné, c'est une question d'audace politique. Pour dire que nous sommes coincés, mais l'austérité ne peut pas permettre, entre guillemets, de revenir à l'orthodoxie budgétaire ou de réduire la dette. Donc, il faut envisager d'autres choses. Abdou Cissé, il y a aussi une forme de renoncement, il faut le dire, pour un pouvoir qui a été élu sur des idéaux anticapitalistes, souverainistes. Avoir une politique arrimée uniquement sur les déshydratats du FMI, c'est une forme de renoncement? Alors, on peut l'appeler une forme de renoncement, mais moi, je me mets à la place de cette jeunesse qui gouverne le Sénégal. Et je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que il ne faut pas qu'on oublie, il y a quelques jours ou peut-être un mois,
le Premier ministre est sorti expliquer des difficultés qu'il rencontrait pour gouverner. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on prenne un peu de réflexion et que les Sénégalais comprennent que ce gouvernement-là est à aider. Il faut qu'on les accompagne. Moi, je ne pense pas que dans le contexte où on est, on devrait demander, par exemple, au Premier ministre de gouverner. Moi, je pense que le Premier ministre devrait prendre un peu plus de recul et chercher un comité de sages, trouver un comité de sages, de gens, mais qui sont dotés d'une expérience dans certains domaines. Parce que nous, les domaines dans lesquels nous sommes bloqués, parce que Nongo l'a dit, monétairement, nous sommes bloqués. Et on peut même dire que nous sommes dans une forme de prison monétaire. Parce que s'ils en arrivent à faire ces formes de redressement, etc., mais parce qu'ils sont dans une prison monétaire. Et quand on est dans une prison monétaire, il faut sortir de la prison. C'est le franc CFA, cette prison. Alors, ça en fait partie, mais ce n'est pas seulement le franc CFA. Le franc CFA est un des problèmes qui fait que nous sommes dans une prison monétaire, mais il y a aussi, en dehors on aurait pu rester dans le franc CFA et pourtant sortir de la prison monétaire. Comment? En poussant la Banque centrale à participer. Donc, il y a quelque chose qui manque aussi dans le plan. On ne voit nulle part un accompagnement de la Banque centrale. Or, quand en octobre 2024, je pense, quand on a présenté le plan Sénégal 2050, mais celui qui était secrétaire général du gouvernement avait bien dit que la Banque centrale est en train de se transformer pour que le CFA participe au développement. Vous voyez ça, on ne le voit pas. Là, on voit le gouvernement qui cherche de l'argent pour passer au développement, mais en tout cas, la Banque centrale y est absent. Et ça, c'est pas bien. Il faut vraiment qu'on sorte de cela. Vous êtes d'accord, Dongo Sabassi, là, il manque une stratégie sous-régionale cohérente dans ce plan? Oui, dans la mesure où le Sénégal est un pays membre de l'UEMOA. Je suis d'accord avec Abdou Cissé quand il dit que la Banque centrale a été très passive, même inerte. Pourquoi? Parce que les gens, généralement, ne se rendent pas compte que la politique monétaire a des impacts fiscaux. On peut voir, par exemple, cette question-là, par exemple, au niveau des États-Unis, avec les intérêts sur la dette qui sont payés par les États-Unis. C'est-à-dire que quand la Banque centrale mettrait des taux élevés, ces taux élevés, en fait, vont se traduire par des intérêts plus élevés sur le paiement de la dette de l'État. En tout cas, des pays qui sont membres de l'UEMOA. Et donc, généralement, les taux sur les titres émis par les États de l'UEMOA sont beaucoup plus élevés que même les taux d'intérêt qui s'appliquent, en fait, sur les dettes en monnaie étrangère, parfois les eurobonds, par exemple. Donc, les États, parfois, sont tentés de s'endetter en monnaie étrangère parce qu'ils ont des financements plus longs et moins coûteux que ce qu'ils ont, par exemple, sur le marché de l'UEMOA. Et donc, ça, c'est problématique. Ça veut dire que la Banque centrale ne joue aucun rôle actif, en tout cas pour maintenir des niveaux d'endettement soutenables pour les États. Et donc, quand vous regardez, par exemple, le budget du Sénégal, et donc, parce que les responsabilités sont à plusieurs niveaux, parce que le Sénégal s'est très mal endetté sous l'ère Macky Sall. Je vais vous donner, par exemple, quelques statistiques. Vous allez voir que, vous avez au début des années 2000, etc., beaucoup de pays africains ont vu leur dette extérieure annulée significativement. Parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'initiative pays pauvres très endettés et l'initiative pour l'allègement de la dette multilatérale. Beaucoup de pays en ont bénéficié, dont le Sénégal. Donc, quand Ouad était au pouvoir et quand le Ouad a quitté le pouvoir, la dette du Sénégal était encore relativement gérable. Mais sous Macky Sall, la dette extérieure s'est envolée de manière extraordinaire. Quand vous regardez toute la dette extérieure, entre 2010 et 2023, en proportion du produit national brut, la dette a augmenté de plus de 129%. Ce sont des données de la Banque mondiale. Et la dette en monnaie étrangère, elle se paye à partir des recettes en monnaie étrangère, vos exportations. Mais les exportations ont stagné. Et donc, ça veut dire que nos solvabilité s'est décruite d'une certaine manière. Et donc, il y a beaucoup de pays qui ont fait les mêmes choses, qui ont pris des dettes en monnaie étrangère et qui ne les ont pas investis dans des projets qui rapportent des recettes en monnaie étrangère. Parce que quand vous prenez une dette en monnaie étrangère, la condition de solvabilité,
c'est que cette dette puisse être investie dans des projets qui vont générer les dollars et les euros dont vous avez besoin pour la rembourser. Exact. Le Sénégal ne l'a pas fait, le Kenya ne l'a pas fait, le Ghana ne l'a pas fait, la Zambie. C'est pourquoi tous ces pays ont fait défaut. Mais maintenant, le Sénégal est dans une position beaucoup plus préoccupante que ces pays qui ont déjà fait défaut. Et je parle même pas là de la dette cachée. C'est-à-dire que même sans dette cachée, le problème était là. Cette dette est impayable. Maintenant, l'illusion, c'est qu'on leur fasse croire que vous pouvez, soi-disant, mobiliser des ressources internes pour vous ajuster. Alors justement, cela est impossible. Dongo Samba Sylla, vous avez signé un article très intéressant avec Mahamadou Lamine Sagna et intitulé « Pensée hors du script colonial, promesse de redressement et souveraineté économique » où vous revenez un petit peu justement sur l'histoire économique et révélez à peu près ce que vous venez d'expliquer, que la fameuse mobilisation des ressources domestiques est un concept qui nous vient de la période coloniale et qu'on devrait s'en méfier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, c'est que les gens, généralement, ils n'ont pas un raisonnement macroéconomique. Ils considèrent les États comme des ménages. Pour nous, particuliers, il est important d'épargner pour beaucoup de raisons. L'incertitude de l'avenir des enfants, etc. Mais quand on est un État, on ne doit pas épargner. Parce que c'est une réalité macroéconomique. Quand l'État épargne 3% du PIB, ça veut dire que l'État a pris 3% du PIB aux ménages et aux entreprises. Et donc, quand vous regardez l'histoire du capitalisme, toutes les grandes crises du capitalisme dans les pays du centre ont été précédées de périodes de surplus budgétaire. Donc, ça, c'est une réalité comptable. Et donc, quand les États disent que nous ne dépensons que ce que nous recevons comme recette fiscale, ça veut dire que nous, États, nous prenons la décision de ne créer aucune richesse financière nette pour le reste de l'économie. Et la période coloniale, c'était ça. Parce qu'aux administrations coloniales, on leur disait, vous êtes des aventuriers, vous allez dans les colonies, n'espérez rien de la métropole. Tout ce que vous allez dépenser, c'est vous-même qui financez. La métropole ne donnera rien. Et donc, qu'est-ce qui était arrivé? Les administrations coloniales ont prélevé des impôts et des taxes, ont mobilisé des ressources domestiques internes, et ne dépensaient que ça. Et il n'y a jamais eu de développement sous le colonialisme. Et maintenant, c'est ce même modèle de finance coloniale qui a été institutionnalisé dans les politiques économiques en Afrique et un peu partout, et même dans la zone euro. En vous disant, vous ne devez pas dépasser des normes de déficit, des normes de dette publique. Alors qu'un État normal n'est pas contraint dans sa dépense. Ce qui ne veut pas dire que cet État doit dépenser n'importe comment. Cet État doit dépenser pour des objectifs légitimes. Éducation, santé, infrastructure, développement économique. Mais cet État doit tenir compte de l'impact de sa dépense sur l'inflation, sur la balance des paiements. Et donc, dans ce cadre, les impôts et taxes ne servent pas à financer la dépense de l'État, mais sont un instrument de régulation. Il faut taxer les riches parce que ces gens sont beaucoup trop puissants. Il faut organiser une certaine solidarité. Il faut taxer certains secteurs parce qu'ils sont nocifs pour la santé, ils sont nocifs pour l'écologie. Donc, c'est comme ça qu'un État doit raisonner. Mais réduire les questions économiques à des enjeux comptables, c'est un raisonnement anti-économique et qui est contre le développement. Exactement. Mais malheureusement, nous avons un gouvernement progressiste, mais comme partout ailleurs en Afrique, ils sont conseillés par des économistes mainstream néolibéraux. Et ça, c'est un peu le paradoxe de tous les gouvernements que nous avons, et dits progressistes. Ils sont conseillés par des néolibéraux. Alors, j'aimerais qu'on écoute une réaction de l'opposition sénégalaise qui redoute que les mesures de fiscalité choisies justement par le pouvoir écrasent le secteur privé. On écoute donc Magneto de l'opposition sénégalaise. Nous avons l'impression qu'il y a un réflexe lié à une déformation professionnelle. Parce que nous avons à la tête de ce pays des inspecteurs des impôts. Nous pensons qu'il faut s'adapter par rapport à la gouvernance. Gouverner, c'est autre chose, ce n'est pas seulement prélever. Je pense qu'avant de prélever, il faut d'abord irriguer. Ce qui n'est pas le cas. Nous sommes dans une situation économique extrêmement difficile.
Alors Abdou Cissé, on l'a entendu et on sait très bien que de nombreux pays africains, on le dit souvent, prélèvent peu et mal l'impôt. Et l'impôt tape toujours où ça fait mal. Sonko et Faye ont-ils vraiment d'autres choix que d'accroître cette pression fiscale? Alors cette pression, elle commence à être exponentielle. Hein. Elle est très difficilement supportable par le peuple sénégalais. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut faire pas de comparatif, mais quand même expliquer pourquoi on ne peut pas développer un pays sans finances publiques. On ne peut pas développer un pays sans de la dépense publique. On ne peut pas développer un pays sans que ce pays ait une flexibilité monétaire lui permettant d'avoir ce qu'on appelle un levier monétaire. Ce n'est pas possible. Revenons tous en arrière. Vous prenez la France, vous prenez les États-Unis, vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Angleterre. Vous regardez dans l'histoire comment ces pays se sont développés. Tous ces pays se sont développés en ayant un service, je précise, un service public monétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un service public monétaire? Je prends l'exemple de la France avec qui on a un contrat de coopération qui nous lie sur le plan financier. La France s'est développée avec le circuit de Bloch-Lené, c'est-à-dire que quand on est sorti de la guerre et qu'on a voulu développer un pays comme la France, qu'est-ce qui a été dit? Il dit que la France, quand elle a des projets, elle explique ses projets à la Banque centrale finance. On a développé des SNCF, des Airbus, des ponts, des routes. C'est comme ça qu'on a fabriqué les structures de la France. La France n'est pas allée s'endetter. Ni les États-Unis, ni l'Allemagne, ni la Suisse, personne ne s'est endetté. Les gens ont bâti leur structure en ayant du service public monétaire. Et les gens ne pouvaient pas l'appeler de la création monétaire parce que c'était un besoin. Le besoin était de telle sorte que quand la France avait développé ses structures et que ces structures avaient généré de l'argent était retourné à la Banque centrale et l'argent était détruit. Vous voyez? Donc, ce n'est pas de la création monétaire. Même si on peut l'appeler la création monétaire, mais c'est une création monétaire positive. On crée de la monnaie, on bâtit des structures, ces structures vont générer de l'argent, l'argent revient là où on l'a créé. C'est comme ça qu'ils se sont développés. Ils se sont développés comme ça et ils ont été en apogée jusqu'en 1971. Allemagne, France, tout ça. Arrivé en 1971, l'oligarchie financière s'est rendue compte que prêter à un État était beaucoup plus bénéfique que prêter à des entreprises. Ils se sont ligués pour faire en sorte que les États viennent emprunter sur les marchés. Donc c'est à partir de 1973 que les États ont commencé à venir sur les marchés. Mais les États développés avaient déjà fini de bâtir leur structure. Mais nous, on n'a pas commencé. On n'a pas commencé à bâtir nos structures. Le peu de commencement qu'on avait, c'était au début juste au début des indépendances. Et le système France-Bretton Woods nous a arraché complètement notre appareil de production, complètement. Et donc, on n'a pas bâti nos structures et on nous dit maintenant, allez sur les marchés pour vous financer. Jamais on aura du financement par les marchés pour se développer. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Je tiens à le dire. Depuis 2017, je ne cesse de marteler dans mes articles qu'il nous faut de la dépense publique, il nous faut du service public monétaire. Maintenant, pour avoir du service public monétaire, il faut que la Banque centrale vienne s'asseoir avec nous et qu'on discute. Parce que nous, si on crée de la monnaie pour fabriquer nos structures, mais il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas ces problématiques-là. On quitte ce terrain-là, on va sur un autre terrain où, mais depuis 2008, tous les États qui se sont développés ont eu du financement monétaire, ont reçu de l'argent de par les banques centrales. Le tiers de la dette française est détenu par la BCE. La France, sa dette au tiers est détenue par la BCE. Comment pouvez-vous expliquer que la France, nous soyons arrimés à l'euro, la France nous garantit notre monnaie, elle a une partie de sa dette à sa banque centrale, nous, on n'a même pas un centime à notre banque centrale. Ce n'est pas explicable. Comment vous pouvez expliquer qu'on ait moins de routes, moins de ponts, moins d'hôpitaux, moins d'écoles que la France? Mais les Français sont des humains, nous sommes des humains. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, cette rupture que les jeunes avaient annoncée, sortir complètement de ce modèle colonial dont se plaint Nongo, sortir complètement, c'est difficile. Mais à un moment donné, il faut le faire. Dongo Sambasila, vous êtes d'accord? L'éléphant dans la pièce, c'est ce franc CFA et la façon dont il est géré par la Banque centrale?
à fait. Mais je voudrais juste revenir sur cette question, disons, de la pression fiscale. Parce qu'il y a une critique de nature démagogique qui s'exprime actuellement au Sénégal par rapport à ce qui se passe. Parce que nous avons des difficultés économiques objectives. Euh, Moi, comme je l'ai dit, je suis opposé à la logique économique qui me semble coloniale du plan de redressement. Ça peut être redressé d'une certaine manière. Mais au crédit du gouvernement, il faut dire, quand ils étaient dans l'opposition, ils avaient attiré l'attention sur l'endettement inconsidéré du régime d'avant. C'est ça. Mais personne n'en a tenu compte. Ouais. Moi-même, j'ai beaucoup écrit là-dessus, mais les gens ne s'intéressaient pas à ça. Qu'est-ce que les gens disaient? Nous avons une très belle signature. Ouais. On a la confiance des marchés. Le FMI nous dit que nous sommes un bon élève. Et voilà, personne ne dit rien, nous avons l'émergence. Ce sera l'émergence. Donc, tous ceux qui critiquent, quelque part, bon, c'est parce que c'est des envieux ou etc. Et donc, ces mêmes gens disaient que nous n'avons pas besoin de souveraineté monétaire. Et donc, parce que le système est parfait, nous avons la stabilité monétaire. Nous ne sommes pas comme les autres, Ghana, Nigeria, qui ont de l'inflation. Et maintenant, ces mêmes personnes qui reviennent pour dire que c'est la catastrophe, rien ne va plus. Voilà. Donc, c'est une critique qui n'est pas systémique, qui n'est pas radicale, C'est ça. au sens d'aller à la racine des choses. Et donc, dans l'optique du gouvernement, c'est pas d'augmenter la pression fiscale, ça il faut le dire. Leur objectif, c'est de dire on maintient les taux tels qu'ils sont, mais on va chercher des niches fiscales. C'est des fiscalistes, ils peuvent le faire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, à mon avis, c'est que les impôts et taxes sont un prélèvement sur la richesse existante. Alors qu'il faudrait développer le pays. Et on développe le pays, on augmente la richesse financière nette du pays par deux moyens. Déficit public, ce qui suppose des dépenses ciblées, une fiscalité ciblée, et aussi le robinet du crédit productif. Mais le crédit productif n'est pas ouvert pour le développement. Il est ouvert juste pour une accumulation de type colonial, comme on l'a montré dans notre article avec Lamine Sagna. Donc, c'est ça le problème. Donc, tant qu'on est dans un système CFA, oublions la France, on est dans un système où nous sommes contraints. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de ce système, pour que la BCEAO puisse injecter des liquidités, il faut que la BCEAO ait des euros, une masse d'euros au préalable qui permettent cette injection de liquidités. Mais comme ces euros, nous ne les obtenons pas via notre commerce avec le reste du monde, parce que nous sommes une zone déficitaire, lui et moi, ça veut dire qu'avant qu'on puisse injecter du CFA dans le système, il faut que les États s'endettent en monnaie étrangère. Donc le CFA crée un cercle vicieux. Donc, Sambasila, est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. On vous a perdu pendant quelques secondes. Vous étiez en train de parler du cercle vicieux créé par cet endettement. Oui, c'est-à-dire que pour injecter du CFA dans le système, il faut que la Banque centrale ait un matelas d'euros, de devises généralement. Mais ces devises, nous ne les obtenons pas à travers notre commerce avec le reste du monde. Parce que nous sommes déficitaires. Nous importons plus que nous exportons. Parce que le CFA est trop fort et ne favorise pas l'exportation, favorise l'importation. Du coup, pour avoir le matelas de devises qui nous permettent de maintenir la franc CFA euro et d'injecter du CFA dans le système, il faut que ces États s'endettent en dollars et en euros. Donc, nous, l'endettement en monnaie étrangère, c'est quelque chose qui est inscrit au cœur de notre système monétaire ou financier. C'est ça. Et donc, c'est ça qu'on avait dans les années 80. Il a fallu annuler la dette. Et quand on a annulé la dette, les États ont repris de plus belle à s'endetter dans des projets qui ne génèrent pas des dollars et des euros. Et donc, c'est pourquoi il y a cette illusion qu'on peut émettre des titres en CFA pour pouvoir payer la dette en monnaie étrangère. Il n'y a pas assez de dollars et d'euros dans le système qui permettent ça. Donc, on est un système contraint. Et c'est dans ce cadre-là que les gens qui sont au pouvoir raisonnent. Et donc, ils ont des marges de manœuvre très limitées. Et donc, tant qu'ils sont dans un cadre de non-souveraineté monétaire, et aussi avec cette vision orthodoxe que les déficits publics sont mauvais, donc on ne va pas sortir de l'ornière, malheureusement. Il faut penser autrement.
Abdou Cissé, quid de la corruption dans tout ça? On sait que la corruption, notamment, étouffe énormément les économies africaines, notamment sénégalaises. Alors, c'est sur ce plan qu'il faut féliciter ce que le gouvernement a déjà fait. Depuis qu'ils sont là, on peut mettre quand même à leur crédit le fait d'avoir décidé de faire en sorte que ces problématiques de corruption, de prendre les deniers publics, tout ça, je pense qu'on en a fini. Je pense que personne ne va plus le faire. Maintenant, je pense que c'est à la justice de s'occuper de ceux qui ont déjà pris de l'argent. Ça, c'est un problème de justice. Moi, je ne m'attendais pas à la présentation du plan, à ce que, par exemple, le président de la République vienne dire voilà, telle personne, enfin, on avait tel immeuble, etc. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que le peuple, il n'attend pas ça. Parce qu'eux, avant même qu'on les élise, ils savent que le peuple était conscient que l'ancien système n'était pas correct sur le plan des deniers publics. Donc, c'est le peuple qui a tout fait pour que l'ancien système s'en aille et qu'on les a mis. Donc, on ne les a pas mis pour que juste ils essaient de nous faire comprendre que, voilà, ils sont en train d'attraper les voleurs. Ça, c'est pas du crédit, ça. Ils sont obligés de le faire, ils vont le faire. On les a élus pour qu'ils pensent au peuple, pour qu'ils s'occupent du peuple. Et là, je viens juste encore coller avec ce que Nongo a dit, qu'il n'y a pas de crédit dans notre système. Non seulement il n'y a pas d'argent, les États ne font que s'endetter, mais le système économique n'est pas fluide en crédit. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que de temps en temps, il faut proposer de vraies solutions. Quelqu'un du gouvernement m'avait fait travailler il y a 4 ans, 5 ans, m'avait dit de réfléchir, mais comment on fait pour que le crédit soit fluide? Comment on fait pour pousser les banques à apporter beaucoup plus de crédit au développement économique, donc à financer nos PME, nos PMI, l'informel, etc. Mais qu'est-ce que j'ai écrit un document pour lui dire, c'est très simple. Nous avons un système économique qui n'a pas de couverture. C'est-à-dire que nous avons un système économique où il y a des risques économiques et les risques économiques ne sont pas couverts. Pour les couvrir, il faut par exemple créer ce qu'on appelle une mutuelle des banques. Une grosse mutuelle qui mutualise toutes les banques. De telle sorte que toute l'activité bancaire sera assurée au niveau de la mutuelle. La mutuelle aura des ramifications au niveau du système assurantiel privé. Et maintenant, c'est comme ça qu'on a des organes de couverture pour couvrir les risques économiques. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on n'a pas couvert les risques sociaux, donc les engagements sociaux de l'État. Là, je viens expliquer, on ne couvre pas aussi les risques des agents économiques. Les agents économiques ont des activités, donc, sont soumis à des aléas, et ces aléas, il faut les couvrir. C'est ces notions de couverture-là qui n'existent pas. Et quand vous regardez, par exemple, un pays comme la France, ce qui fait que le système fonctionne bien, c'est parce que tout simplement, toute l'activité économique est couverte. Donc, il ne faut pas seulement qu'on reste sur le fait de chercher de l'argent, mais il faut aussi qu'on ait un peu d'ingéniosité dans la façon de nous occuper du système économique. Parce que les recettes que l'État cherche, si jamais le système économique tourne très bien, on aura assez d'argent pour qu'ils aient des recettes. Donc, Samba Sylla, dans ce rapport de force avec l'extérieur, dans ce rapport de dépendance à l'extérieur, le Sénégal essaie de créer un rapport de force avec les multinationales, notamment Woodside Energy, maître d'œuvre du gisement pétrolier offshore de Sangomar. Dakar dénonce des coûts de production déclarés artificiellement élevés qui réduisent ce que l'État peut récupérer. Même Canal+, un bras de fer a lieu avec Canal+, qui a permis à l'État d'améliorer le niveau de redevance, mais c'est des leviers qui ne figuraient pas dans le plan de redressement finalement du gouvernement sénégalais, par peur peut-être d'effaroucher les investisseurs et surtout le FMI qui vient donc d'entamer des négociations. C'est ce qui permettrait une reprise de la coopération. C'est surtout sur ça qu'il faudrait axer le plan. Bon, tout dépend. Je pense que dans le cas du Sénégal et même des pays du Sahel, il y a une volonté louable de récupérer la souveraineté sur les ressources naturelles, pétrole, gaz, ressources minières, etc. Je pense que c'est une très bonne chose. Parce que dans la plupart des cas, les contrats ont été très mal négociés. Et vraiment, parfois, on peut se désoler que nos États ne perçoivent que très peu
de cette richesse minérale. Et donc, on a vu que dans la plupart de ces pays, dans les pays de l'Est comme du Sénégal, maintenant, il y a de plus en plus de multinationales qui se lèvent pour aller vers des tribunaux arbitraux pour dire qu'on n'est pas d'accord avec les décisions du gouvernement. Donc, c'est un bras de fer qui sera long, avec des résultats incertains. Et je pense que c'est peut-être ce qui a motivé que cet aspect ne figure pas dans le plan de redressement. Mais de toute manière, en fait, quand on parle de financement de manière générale, bon, il faut avoir sa banque centrale, il faut avoir son système financier domestique. C'est à partir de là qu'on finance son économie. Parce que le développement est toujours financé en interne, mais il est financé par le secteur financier, c'est-à-dire via le crédit. Parce que quand les banques accordent des prêts, etc., c'est prêts conçus de l'argent neuf qui est injecté dans le système. Donc, les pays africains doivent avoir leur propre système financier autonome pour pouvoir piloter leur propre transformation. Maintenant, les recettes que ces pays peuvent avoir qui viennent du secteur extractif, c'est des recettes en monnaie étrangère qui permettent à ces pays de financer leurs importations sans nécessairement émettre de dette en monnaie étrangère. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais parce que tout ce qui mobilise des ressources qui sont disponibles sur place, c'est financé sur place par le système financier domestique. Mais dans le cas des pays de l'UEMOA, on n'a pas de système financier national. Le système financier est largement dominé par l'étranger, souvent à plus de 90%, et tous les crédits sont absorbés par une minorité d'entreprises, généralement étrangères. Donc, c'est pourquoi il ne peut pas y avoir de développement économique. Donc, dans le cas du système CFA tel qu'il existe, il n'y a pas de solution possible. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut protéger nos peuples, le peuple sénégalais, de la crise de la dette que nous avons. Parce que cette crise de la dette, elle n'a pas été créée par le peuple sénégalais, elle a été créée par le régime d'avant et aussi avec la responsabilité du Fonds monétaire international. Ça, il faut le dire. Et le Premier ministre l'a dit. Donc, il ne faut pas que nous acceptions que notre peuple trinque du fait des choix de politique économique contestables, souvent illégaux, du régime d'avant, avec la complicité du FMI. Donc ça, il faut le dire. Et donc, les gens parlent de dette cachée. Il y a différentes définitions. Moi, ce que je retiens, c'est que une dette qui n'a pas été soumise à l'approbation du Parlement, c'est une non-dette, légalement parlant. Le peuple sénégalais ne doit pas payer. Donc, parce que, ultimement, ce sont les peuples qui payent la dette. Donc, c'est une dette qui ne doit pas être payée, tout simplement. Et la question de la dette, de manière générale, cachée ou pas, doit sortir, en fait, des couloirs des palais, etc., de la bureaucratie, pour être mise, en fait, auprès des citoyens. Parce que nous avons besoin d'un audit citoyen de la dette pour dire comment la dette a été contractée, où est-ce que c'est allé, etc. Et il appartiendra au peuple sénégalais de dire ce qu'on va faire de la dette. Pour moi, c'est la question la plus urgente en ce moment. Parce que le Sénégal ne peut pas payer ses dettes. Est-ce que le Sénégal a les moyens de faire le bras de fer avec cette communauté financière internationale et d'assumer de ne pas payer cette dette? Pour moi, le peuple sénégalais le peut. Si le peuple sénégalais pousse, le Sénégal peut le faire. L'Équateur l'avait fait à partir de 2007 sous Rafael Correa. L'Islande, un petit pays de 400 000 habitants, l'avait fait quand il y a eu aussi la crise de la dette, en tout cas en Europe, la crise financière internationale. Donc là, c'est un enjeu démocratique. Parce que, comme disait Thomas Sankara, si nous payons, nous mourrons. Si nous ne payons pas, rien ne va arriver aux créanciers. Cette dette est tout simplement impayable. Pourquoi? Parce que la seule manière de la payer, c'est de s'endetter à nouveau. Et pour s'endetter à nouveau, il faut l'aval du FMI. Et avoir l'aval du FMI, ça veut dire renoncer à ce qui a été promis aux citoyens sénégalais. Et ça veut dire aussi hypothéquer l'avenir économique du Sénégal sur une génération. Donc c'est là où nous situons. Mais malheureusement, ceux qui conseillent le gouvernement sont alignés sur le logiciel des institutions financières internationales. C'est pourquoi ils disent que la dette est soutenable. Mais dans tous les pays, la Zambie, l'Éthiopie, la dette n'est pas soutenable. Et le FMI ne va jamais résoudre une crise de la dette parce que les crises de la dette ne se résolvent pas par l'austérité. Il faut tout simplement annuler ou répudier. Abdou Cissé, vous êtes Alors, d'accord? il a abordé d'excellentes questions et je vais abonder sur certains points avec lui.
Parce que c'est vrai que nous ne maîtrisons pas notre système bancaire, nous ne maîtrisons pas notre système financier, et donc nous ne maîtrisons pas le côté banque, le côté assurance. Les banques, les assurances ne nous appartiennent pas, donc en fait l'activité financière n'est pas au profit du peuple. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, c'est sur ce point que moi, j'avais proposé, avec Théophile, de faire en sorte qu'on crée une holding de l'État. Et cette holding va être dotée de banques, d'assurances, et on va vraiment se doter des moyens de financer notre économie. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut dire par rapport au FMI et à la France. Aujourd'hui, je pense que le FMI et la France ne devraient pas accepter de voir un pays comme le Sénégal dans ces états-là. Parce qu'ils ont une forte responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Nongo vient de dire quoi? De dire la dette, on ne peut pas la payer. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la payer, on va s'endetter. C'est tout. Mais c'est vrai. Mais de temps en temps aussi, il faut qu'on sorte de notre logique de passif, de dette, et qu'on pense un peu à ce qui peut être actif pour nous. Si le FMI est d'accord que les ajustements structurels, c'était une erreur, mais le FMI paye. Si le FMI et la France sont d'accord que quand ils nous ont dévalué en 1994, quand ils ont arrêté la convertibilité en 1993 et qu'ils nous ont dévalué en 1994, ils ont contribué à accélérer l'informel et nous amener dans la situation. Mais ils payent. Et ce paiement-là, moi j'ai pris le temps, mon cabinet a pris le temps, nous avons quantifié ce qui était quantifiable, ce qu'ils nous doivent. Ça tournait autour de 78 000 milliards qu'ils nous doivent parce qu'ils nous ont bloqué nos dépenses publiques. Et quand tu nous bloques nos dépenses publiques, tu bloques la croissance. Quand tu bloques la croissance, tu nous interdis de vivre. Abdou Cissé, je me fais un peu l'avocat du diable, mais si le Sénégal doit être réparé, tous les pays ayant vécu la colonisation française et aussi les conséquences d'une décolonisation de façade doivent être tous réparés. On est d'accord. Est-ce qu'il y a une réflexion vraiment possible dans ce sens? L'étude que nous avons faite, ce n'était pas pour qu'on rembourse seulement le Sénégal, nous l'avons faite pour qu'on rembourse par exemple toute la zone franc. En tout cas, l'étude, on avait des données sur la zone franc, c'est pour qu'on rembourse toute la zone franc. Il faut les rembourser. Mais par contre, la France, dans l'état actuel, serait incapable. Mais voilà, et quand on est incapable de rembourser une dette, donc on ne peut pas demander à cette personne aussi, voilà, c'est un actif, ils ne vont pas nous le payer, mais qu'ils prennent ça en compte et on annule notre dette. Mais on n'a pas de dette, on a plus d'actifs que de passifs, on n'a pas de dette. Mais par contre, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on mette en avant le fait que l'actif que nous avons, donc ce que les ajustements structurels et la dévaluation ont créé chez nous, ce que ça a coûté, mais qu'ils sachent qu'ils nous le doivent. Mais on ne va pas leur demander de nous payer en argent comptant, ils ne le feront pas. Mais qu'ils comprennent ça, et donc toute la dette étrangère qu'on a, ça s'annule. Or, la dette nationale, c'est une dette qui peut être réglée par la Banque centrale. En parenthèse, pour passer sur un point d'une importance capitale, parce que Nongo l'a un peu élucidé, il faut impérativement qu'il y ait au niveau de nos banques centrales une réflexion. Vous ne pouvez pas avoir des pays qui font de la croissance pendant 25 ans, et en faisant de la croissance, ces pays, qu'est-ce qu'ils font? Ces pays, en partie sans dette, par exemple le TER du Sénégal, on s'est endetté pour le faire, mais le TER ne peut pas retourner de l'argent pour pouvoir rembourser, mais comme ça génère de la croissance, la politique monétaire devrait retourner à l'État les moyens de cette croissance-là à hauteur du taux de croissance. Ça, il faut vraiment qu'on y arrive. Mais si les Africains ne poussent pas, si on ne le demande pas, on n'aura pas. Dogo Sabasila, il y a effectivement ce passé qui a contribué structurellement à endetter les pays africains, le Sénégal en l'occurrence dont il est question aujourd'hui. Il y a aussi la prédation actuelle et à venir de puissances européennes, mais d'autres de la Chine, sur les ressources halieutiques, sur les ressources minières. Comment faire face à ce genre de défis en étant dans une position d'austérité, effectivement? En fait, le système international, de manière générale, a été mis en place contre, disons, les pays, les anciennes colonies. On vous dit qu'il n'y a pas de développement économique possible pour vous. Et d'ailleurs même, il y a eu
On pouvait voir J.D. Vance, le vice-président américain, dire que si la Chine s'est développée sur le plan économique, quelque part, ça a été une erreur des États-Unis. Parce que quand on a accepté d'aller investir là-bas, etc., d'ouvrir le commerce mondial et la Chine puisse exporter, on ne s'est pas rendu compte que la Chine pouvait se développer aussi rapidement. Ça a été une erreur. Il l'a dit comme ça publiquement. Donc, le système est fait pour ça. Mais malheureusement, nous, en Afrique, le problème que nous avons, tous nos dirigeants et la plupart de nos économistes, ils réduisent les problèmes de développement à des problèmes de financement. Ils disent, nous n'avons pas de financement. Et donc, il faut qu'on cherche des financements. Et comment chercher des financements? Nous devons être attractifs pour les investisseurs internationaux. On doit faire de l'austérité budgétaire et on doit libéraliser nos économies pour que les investisseurs viennent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans le système monétaire international, les pays qui ont les devises dominantes, disons les États-Unis, la zone euro, ces pays payent toujours leurs importations à crédit. Et ces pays aussi, et ça c'est, quelque part, ça relève de la nature de la monnaie. Quand vous recevez des dépôts en dollars, ces dépôts en dollars ne quittent jamais le système bancaire américain. Les dépôts en euros ne vont jamais quitter le système bancaire européen. Donc, les Africains vont dire, nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement. Et les autres vont dire, nous, on n'a pas vos ressources, on les veut, mais on a l'argent. On vous crédite 1 milliard à New York. On vous crée 1 milliard d'euros à Francfort. Mais ces 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars vont stimuler des achats dans des pays européens, américains, etc. Mais ils ne viennent jamais dans votre économie. Jamais. Mais en contrepartie, ils prennent votre gaz, votre pétrole, votre uranium, etc. Ça a été le modèle colonial. Les Africains continuent dans ça. Donc, ils sont dans les diversions. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils ont leur propre monnaie, ils mettent en place leur propre système financier et ils transforment leurs propres ressources sur place. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais ils ont des ressources naturelles qui leur génèrent des dollars et ils achètent avec ça. Ils n'ont pas besoin de la finance internationale, pas forcément. Ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir accès à certaines technologies, etc. Une fois qu'ils les ont, ils disent, allez-y, c'est ce qu'a fait la Chine. Mais les Africains, on est toujours dans cette dynamique à dire qu'on n'a pas les financements. Donc, tant qu'on inverse la logique économique, mais on sera toujours dans des schémas de sous-développement, malheureusement. Juste pour compléter, parce que ce problème de vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas d'argent, c'est quand même triste. Vous venez de dire tout à l'heure que, en tout cas, la France n'a pas les moyens de nous payer. Donc la France, un de ses ministres, qui a été même Premier ministre en 2005, a bien dit qu'il est à la tête d'un pays en faillite. Mais aujourd'hui, la France règle tous ses problèmes. Tous ses problèmes. Pourquoi la France règle tous ses problèmes? Pour deux raisons. La première raison, c'est que quand ces banques sont tombées en faillite en 2008, la France a créé une société de financement de l'économie française à qui on a donné la puissance publique. La société a emprunté sur les marchés, on a donné l'argent aux banques, les banques se sont relevées 3 ans après, on remboursé, on a fermé la société. Vous voyez? Ça, c'est la création monétaire. Ça, on fabrique de l'argent parce qu'on en a besoin. Ça, c'est un. Quand la France a une dette qui arrive à échéance et qu'elle ne peut pas payer, elle va voir sa banque centrale. Il lui dit, bon, voilà, je n'ai pas d'argent. Il donne à la BCE les titres. Si les titres étaient dus à la Chine et à la BNP ou au Crédit Lyonnais, la BCE donne des euros à ces gens qui ont des titres et récupère les titres et les garde. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que je disais que le tiers de la dette française se trouve à la BCE. Vous voyez? Donc, la France n'a pas d'argent, mais elle règle tous ses problèmes. Nous, on n'a pas d'argent, on nous dit, vous ne réglez pas vos problèmes, alors que nous sommes arrimés à l'euro. C'est injuste. Il faut que les Africains se réveillent. Il faut qu'on convoque le FMI, la Banque centrale. Il faut convoquer le FMI, la Banque mondiale, la France. Il faut même rajouter l'Angleterre, parce que l'Angleterre a eu des colonies. Et que les Africains se regroupent avec ces gens-là, tous, et on discute avec eux. On ne peut pas financer un enfant qui naît en France. On met un financement au total de 90 000 euros entre la maternelle et la classe de terminale, et qu'un enfant qui est né au Sénégal, ses parents doivent aller vendre du bois ou de l'eau pour financer ses études. C'est inadmissible. Nous sommes tous des humains.
Mais si on ne se réveille pas, on ne le fera pas. Est-ce que l'une des solutions, je pose la question de manière un peu ironique, ce serait ce projet de monnaie unique que la CEDEAO vient d'annoncer pour 2027? C'était attendu depuis longtemps, l'écho. C'est la solution? Alors, ou vous avez bien fait de poser la question de savoir est-ce que c'est la solution. La CEDEAO nous dit qu'elle va aller à l'écho, n'est-ce pas? Cette semaine, on a eu une dépêche de la Banque centrale qui dit on va faire du ICFA. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va faire du ICFA? Ça fait comme si on allait rester sur le CFA. Moi, j'ai compris qu'on me parle de éco, mais on parle de ICFA. Donc, vous voyez, on est dans le confus. C'est-à-dire que les Africains, c'est ce qui nous dirige, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. C'est inadmissible qu'on doit aller à l'éco et qu'on pense à des ICFA. Qu'on pense au fait de mettre un système de paiement qui va faciliter l'économie. Ça, c'est très bien. Le SI, IP, je sais, ça, c'est très bien. Mais passer au ICFA, alors qu'on n'est pas encore à l'éco, d'accord, on peut y passer. On peut y passer, mais après, il faut penser aussi à passer à l'éco. Mais la solution, c'est l'Afrique fédérale. Il faut une fédéralité. Si on ne le fait pas, on ne sera pas ensemble. Et quand on n'est pas ensemble, on n'est pas fort. Donc, Samba Sylla, sur l'éco, vous y voyez des motifs d'espoir ou on peut dire que ce sera malheureusement un coup d'épée dans l'eau? Pour moi, ça ne se fera pas. Parce que la méthodologie qu'ils ont, celle des critères de convergence, ne marche pas. Et même si ça devait marcher, je pense que l'éco-CEDEAO ne serait qu'une alternative symbolique au franc CFA, mais ne serait pas le cadre qu'il faut pour le développement de l'Afrique. Parce que l'éco de la CEDEAO tel qu'il a été conçu, c'est juste un euro tropical. Donc ça a tous les défauts de la zone euro, sans que nous ayons le niveau d'intégration économique et financière. Parce que c'est la philosophie qu'il faut interroger. Parce que l'éco-CEDEAO, c'est une autre forme de franc CFA, seulement qui serait pilotée par les Africains et ultimement la finance privée internationale. Donc pour moi, ce qu'il faudrait, en tout cas pour un pays comme le Sénégal, c'est avoir sa propre monnaie nationale, parce que la monnaie est un instrument cardinal pour pouvoir avoir une politique macroéconomique cohérente, une politique industrielle cohérente. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue panafricaniste? On a besoin d'avoir un système africain de paiement. Parce que le raisonnement derrière la monnaie unique africaine, c'est de dire qu'on veut être plus fort, etc., réduire la contrainte extérieure. Ça peut être fait à travers un système de paiement africain. Donc, on a une unité de compte africaine et les Africains acceptent tous les pays, de commercer dans leur propre monnaie. Et l'Afrique s'organise pour commercer avec le reste du monde dans sa propre unité de compte. Ça respecte la souveraineté de tous les États et ça renforce le panafricanisme, la coopération. Ça peut se faire en un an ou deux. Mais aller sur des monnaies uniques, ce sont des projets politiques. Et ça n'a de sens que si on est dans un cadre fédéral déjà. Donc moi, je parle d'un point de vue très pragmatique. Si nous voulons faire des choses bonnes qui renforcent la coopération, le panafricanisme, il faut aller vers un système de paiement africain avec une unité de compte africaine et avoir une politique, par exemple, de concerter pour vendre nos matières premières. Pour, par exemple, avoir des politiques d'investissement communes. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. Mais aller vers des monnaies qui vont être contrôlées par les finances internationales, mais ça ne servira à rien. Parce que être dans une union monétaire, ça ne vous rend pas plus fort. Et ce que montre la littérature économique, c'est que des pays comme l'Islande qui ont leur propre monnaie sont beaucoup plus forts vis-à-vis des marchés financiers que des pays comme la Grèce et l'Italie qui sont dans la zone euro. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, quand on veut être puissant, il faut être puissant politiquement. État fédéral, on contrôle toutes les ressources, il y a la cohérence, il y a des transferts fiscaux qui viennent de l'État fédéral, on donne au Niger, on donne au Mali, c'est des pays enclavés, etc. Mais l'éco-CEDEAO, ce n'est pas un projet panafricaniste pour moi, c'est un projet totalement néolibéral. Et donc, il faut être clair là-dessus. Le CFA ne nous arrange pas, mais la monnaie éco-CEDEAO, ce n'est pas une alternative pratique ou qui servirait les intérêts du continent. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais il y a des choses qu'on veut faire, mais on a un problème d'imagination.
Et notre imagination économique est conquise, disons, par l'idéologie néolibérale mainstream. Donc, tout ce qui passe pour le panafricanisme, c'est de l'afro-libéralisme, ultimement. Alors, le mot de la fin, Le Abdou mot de la Cissé. fin, oui. Merci à Ndongo pour avoir bien expliqué cette partie. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que, vous voyez, l'écho risque d'être de l'euro. L'euro ne fonctionne pas. L'euro n'a pas fonctionné. Bien que l'environnement économique de l'Europe pouvait s'apprêter à une monnaie unique. Mais l'euro est une monnaie commune. Elle n'est pas unique. Du fait que vous prenez l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, personne n'emprunte au même taux. Parce qu'en fait, dans une monnaie unique, il faut avoir un budget fédéral. Il faut avoir un budget commun. C'est-à-dire que les déficits sont cumulés, sont mutualisés, et donc l'emprunt vient du déficit. On a un déficit, on va aller emprunter, mais on emprunte à un taux unique. C'est ça qui n'existe pas. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que quand vous prenez le système euro qui ne fonctionne pas, mais les méthodologies européennes nous ont été transférées. Mais quand moi je vous donne par exemple un ruban d'un tailleur sénégalais, je vous dis avec ce ruban qui fait 3 mètres, faites-moi la mesure en Dakar et Paris. Vous allez me dire tout de suite, mais l'instrument de mesure que je vous ai donné n'est pas conforme à l'espace que je vous demande de mesurer. Mais c'est ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que la croissance c'est une mesure. La façon de mesurer la croissance même en Afrique, c'est faux. Ça, nous l'avons démontré, nous, dans une étude qu'on devait faire pour les assurances. On a tout faux. Il faut qu'on revienne, qu'on réfléchisse. C'est important. Merci beaucoup, Abdou Cissé. Merci à vous, Ndongo Sabasila, pour cet échange. Merci à vous, chez vous, de nous avoir regardé, décrypté l'Afrique, la quotidienne. Et rendez-vous demain pour d'autres décryptages de l'actualité africaine.